Alors, bienvenue à toutes et à tous et bienvenue à Laurent Perrault, que j'ai le grand plaisir d'accueillir ce matin avec Jérôme. Laurent Perrault est professeur de philosophie à l'université Marie et Louis Pasteur, anciennement connue sous le nom d'Université de Franche-Comté, mais c'est plus tout à fait le même établissement, comme il me le disait, donc à Besançon. Il est spécialiste de phénoménologie, en tout cas initialement, mais ses travaux se situent désormais au croisement, si je ne dis pas de bêtises, entre la phénoménologie et la tradition socio-anthropologique. Il a travaillé notamment sur la question du temps social. Il a publié en 2013 Le monde social selon Husserl et en 2019 Le sujet social, Bourdieu et la critique de la phénoménologie. Bourdieu étant une porte d'entrée en quelque sorte pour bifurquer entre la phénoménologie et la socio-anthropologie. Et donc il va nous parler aujourd'hui de la question de l'institution chez Pierre Bourdieu. Merci à lui et je lui laisse la parole. Alors bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci beaucoup pour votre invitation aussi. Je suis très heureux d'être ici, de découvrir Grenoble accessoirement. J'étais d'autant plus content de cette invitation que ça a été pour moi l'occasion de considérer de plus près le concept d'institution dans la sociologie des pratiques de Pierre Bourdieu. Et je veux dire qu'en fin de compte, j'en attendais pas tant. J'ai été un peu surpris par ce que j'ai pu trouver dans les textes, ou en tout cas dans certains textes. Alors, j'ai mis beaucoup de citations sur l'exemplier, mais on utilisera pas tout, je tiens à vous rassurer. Alors, en 1982, Pierre Bourdieu entre au Collège de France et il prononce une leçon inaugurale le vendredi 23 avril 1982, laquelle s'ouvre de la manière suivante. C'est la première citation. « On devrait pouvoir prononcer une leçon, même inaugurale, sans se demander de quel droit. L'institution est là pour écarter cette interrogation et l'angoisse liée à l'arbitraire qui se rappelle dans les commencements. Rite d'agrégation et d'investiture, la leçon inaugurale, Inceptio, réalise symboliquement l'acte de délégation au terme duquel le nouveau maître est autorisé à parler avec autorité et qui institue sa parole en discours légitime prononcé par qui de droit. » Bourdieu débute donc ses cours au Collège de France dans ce moment rituel et programmatique qui est celui de la leçon par un énoncé réflexif où il s'agit de s'interroger mais aussi d'analyser rapidement d'un point de vue sociologique ce que représente la leçon inaugurale en tant que moment de la vie institutionnelle et moment de la vie personnelle de l'agent qui prononce la leçon en question. Ce propos réflexif, qui est bien désigné par le titre qui sera donné au texte, « Leçon sur la leçon », est en fait un bref inventaire des fonctions et des effets de l'institution. Tout d'abord, on le voit, l'institution rend légitime le discours, l'orateur, celui qui est établi comme maître, alors en l'occurrence c'est plutôt le professeur titulaire d'une chaire. Donc elle est au principe d'un droit qui se délègue, qui se communique à qui de droit. Ça c'est le premier effet. Deuxième effet, l'institution agrège. C'est un rite d'agrégation et d'investiture que celui de la leçon inaugurale. Donc l'institution agrège, ça veut dire qu'elle s'adjoint un ou des éléments qu'elle adjoint à une totalité déjà constituée et elle oblige donc à reconnaître le nouveau venu comme membre à part entière de l'institution et plus encore comme un représentant de celle-ci. Troisième effet, l'institution investit. C'est un rite d'agrégation et d'investiture. Alors l'institution investit au sens proprement historique du terme, c'est-à-dire qu'elle installe officiellement dans des fonctions nouvelles, elle met en possession d'une charge, d'un pouvoir, d'une dignité. Et enfin, dernier aspect, l'institution rassure. Elle met de côté les motifs psychologiques, les doutes, les méfiances, soit tout ce qui pourrait faire obstacle, du point de vue de l'agent, au processus en cours.
Et ce faisant, elle rend naturel ce qui ne l'est pas forcément de prime abord. C'est dire que l'institution, et en l'occurrence cette institution particulière qu'est le Collège de France, est ici à l'œuvre. C'est pas seulement Pierre Bourdieu qui prend la parole, puisqu'il est tout aussi bien lui-même repris par l'institution. Et donc en un sens, le sociologue s'efface devant ce qu'il appelle ensuite une efficacité proprement magique du rituel, qui est en définitive, pour parler en termes durkheimiens, le fait social institutionnel qui s'impose à lui dans ce moment donné, mais qu'il contribue aussi à réaliser par sa prise de parole. Alors, ce propos inaugural conduit rapidement Bourdieu à produire une définition particulière de la sociologie qui découle de la brève analyse réflexive de ce qui est en train de se passer, soit du rituel en cours. Deuxième citation. La sociologie, science de l'institution et du rapport, heureux ou malheureux à l'institution, suppose et produit une distance insurmontable et parfois insupportable, et pas seulement pour l'institution. Elle arrache l'état d'innocence qui permet de remplir avec bonheur les attentes de l'institution. On a donc là une définition de la sociologie, et celle-ci est intéressante à plusieurs titres. Alors tout d'abord, il est évident que les institutions sont ici désignées comme étant les objets privilégiés de la sociologie. La sociologie est ici une science de l'institution. Ces institutions sont à comprendre en un sens directement empirique, l'Assemblée nationale, la Cour de cassation, l'Académie française, etc. Tout aussi bien qu'au sens sociologique plus élargi, la propriété, la parenté, la famille, la division du travail, etc. Donc c'est une définition générale de la sociologie qui dépasse le programme bourdieusien. Ce programme reste celui d'une sociologie des pratiques et d'une théorie de la pratique sociologiquement informée. Et à titre de comparaison, on pourrait rappeler que Bourdieu présentera plus volontiers son œuvre comme une anthropologie générale fondée sur une analyse historique des caractéristiques spécifiques des sociétés contemporaines. Ça, c'est dans l'invitation à la sociologie réflexive, ou encore dans les méditations pascaliennes, il évoque le projet d'une anthropologie différentielle des formes symboliques. En deuxième lieu, on voit que cette définition situe implicitement Bourdieu dans une tradition durkheimienne. En effet, bien avant Bourdieu, c'est Durkheim qui a fait de la sociologie une science des institutions, on va y revenir. Et Bourdieu assume donc cet héritage et il fait sienne une définition de la sociologie qui, en l'occurrence, est contextuellement vérifiée. Puisqu'il vient d'analyser ce moment de la leçon inaugurale en prenant acte de l'efficacité institutionnelle d'un rituel. En troisième lieu, il est aussi manifeste que Bourdieu semble procéder immédiatement à une correction de la définition durkheimienne de la sociologie, puisque celle-ci n'est pas seulement science de l'institution ou des institutions, mais aussi, dit-il, science du rapport à l'institution. Et là aussi, les quelques remarques qui précèdent cette définition vérifient également cet aspect, puisque Bourdieu vient aussi de commenter son propre rapport à l'institution. En dernier lieu, on peut noter que la sociologie, ainsi définie, a aussi ceci de particulier qu'elle ne se contente pas de décrire les institutions ou les rapports à l'institution, elle produit un effet de désenchantement, c'est très perceptible dans le texte, c'est assez étonnant. Ce que l'efficacité du rituel ou de l'institution pouvait avoir de magique se dissipe dès que l'on découvre les raisons des logiques sociales. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que la sociologie nous condamnerait à un rapport malheureux aux institutions, mais en tout cas, il y a une certaine forme d'innocence ou de naïveté qui se trouve perdue. Donc, la connaissance sociologique, ici, elle affranchit du rapport immédiat et spontané que nous avons au monde qui nous entoure et aux institutions. Alors, au-delà du contexte particulier qui est celui de cette leçon inaugurale, ces lignes de Bourdieu soulèvent la question de la place et du rôle joué par le concept d'institution au sein de son œuvre. Et je voudrais essayer de montrer que le concept d'institution, chez lui, fait l'objet d'un examen particulier
qui se joue pour l'essentiel dans ses cours au Collège de France, et tout particulièrement dans les cours de sociologie générale que Bourdieu prononce au début de sa carrière au sein de cette institution. Donc pendant quelques années, 5 années sauf erreur de ma part, il va développer ses cours de sociologie générale qui ont été publiés en 2015 et 2016 chez Raison d'Agir et Seuil. Donc on les a eus relativement tardivement. Et c'est là qu'il met à l'œuvre, qu'il revient sur ce concept d'institution. Et je crois, alors j'ai pas une vue complètement exhaustive de l'ensemble de l'œuvre non plus, il faut que je reparcours un peu les choses, mais que c'est quand même vraiment là que ça se joue et que c'est beaucoup moins présent dans les autres textes. Alors c'est très clair, dans le cours du 16 juin 1982, c'est la 3e citation, lorsque Bourdieu dit « L'institution, ce mot qui est aussi vieux que la sociologie et que les durkheimiens ont beaucoup utilisé, m'a paru mériter une nouvelle réflexion. Cette notion s'est peu à peu amollie dans les usages sociaux et un des objets de la réflexion de cette année consistait précisément à essayer de réanimer cette notion un peu morte. » Alors, réanimer, c'est à la fois reconnaître que cette notion est incontournable pour toute entreprise sociologique, mais suggérer aussi qu'il est possible de lui attribuer des significations nouvelles, de lui découvrir des nouvelles fonctions, et de la mettre au service d'une entreprise sociologique refondée. Or, ces significations nouvelles, réanimées, sont directement déterminées par le réseau de concepts que Bourdieu élabore progressivement, au premier rang desquels les concepts de champ et d'habitus. Alors, la révision du concept d'institution peut ainsi apparaître comme une transition au terme de laquelle il s'agira de définir et d'adopter définitivement les concepts majeurs de champ et d'habitus. Ça, c'est une première interprétation possible, et on y est encouragé, par exemple, par le cours du 12 octobre 1982, où Bourdieu montre comment son propre programme sociologique prolonge et déplace la définition générale et traditionnelle de la sociologie, et comment il va rajeunir ce qu'il appelle, c'est dans une autre citation, mais le vieux durkheimisme. Donc c'est la citation numéro 4. L'institution sociale, où le social s'institue, c'est-à-dire se réalise, s'accomplit de 2 façons, si l'on peut dire, dans la réalité. Je passe. D'une part, elle s'institue dans des choses, dans des objets. C'est le cas du livre, ou dans des mécanismes, comme par exemple un jeu. Les mécanismes n'étant pas des choses nécessairement visibles. Ce que j'appelle un champ désigne ainsi des règles de fonctionnement d'un espace social, des règles dans le jeu. D'autre part, le social s'objective dans ce que j'appelle des habitus, c'est-à-dire des dispositions, c'est-à-dire des manières d'être permanentes. J'abrège. Alors, le cours oblige parfois à ces formules qui peuvent passer pour des raccourcis, et on peut avoir le sentiment que l'objectif de Bourdieu, c'est tout simplement de subvertir la définition initiale de la sociologie comme science de l'institution pour imposer un cadre conceptuel nouveau, son propre cadre. Et ça, c'est une première interprétation possible. Cependant, je pense que ce n'est pas la bonne. Je pense qu'on aurait tort de croire que les concepts de champ et d'habitus se substituent purement et simplement aux concepts historiques, traditionnels d'institution. Il me semble que plus subtilement, Bourdieu révise ce concept dans 2 directions complémentaires pour respécifier les significations de cette notion. Ainsi, le concept d'institution perd-il en généralité, mais aux yeux de Bourdieu, il a déjà perdu un peu de sa signification générale, mais c'est à cette condition qu'il peut s'intégrer avec un sens renouvelé au sein du dispositif théorique développé par Pierre Bourdieu, pour retrouver une signification au sein d'une sociologie des pratiques. Et en l'occurrence, cette signification est double. Il faut comprendre l'institution qui est une histoire faite chose et l'institution qui est une histoire faite corps. Alors, avant d'examiner ces 2 dimensions, il faut revenir, me semble-t-il, sur l'héritage durkheimien. Et il faut en tout premier lieu rendre compte du fait que le recours au concept d'institution
oblige Bourdieu à se situer par rapport à un certain héritage durkheimien, comme on a déjà pu le noter. Alors, ici, il faut considérer le cours du 5 octobre 1982, où on a une sorte de préambule qui doit préciser les intentions d'un cours de sociologie générale. Alors, ça fait déjà un certain nombre de semaines quand même que Bourdieu fait cours, mais voilà, après quelques mois, on a ce cours préambule. Et donc, il s'interroge sur l'objet propre de la sociologie. Alors, c'est un peu sinueux. Et il y a même une forme d'ambivalence, parce que d'un côté, il dit pas de théoritisme, il ne faut pas considérer les choses de manière abstraite. Alors ça, c'est quelque chose qui rappelle assez souvent les réflexions abstraites, voire philosophiques, elles doivent être mises au service de l'analyse sociologique. Mais en même temps, il soutient aussi qu'il faut appliquer au monde social, je cite, des modes de pensée que l'on réserve aux plus hauts objets de la pensée, ceux de la métaphysique. Et il en vient à suggérer qu'il faudrait poser la question « qu'est-ce que l'institution ?» de la même manière que Heidegger pouvait reposer la question « qu'est-ce que l'être ?» Alors, c'est assez piquant quand on sait ce qu'il a pu écrire par ailleurs sur Heidegger. Mais bon. Alors, il en vient donc à écrire, c'est la citation... Non, elle n'est pas là, mais c'est pas grave. Alors il dit, si on reprend le mot institution au sens fort, on se rend compte que c'est quelque chose de formidablement mystérieux et aussi compliqué que la question de l'être. Alors, donc en un sens strictement heideggerien, il faut reprendre la question de l'institution, sans doute parce que c'est devenu une question oubliée. Nous mobilisons le terme sans plus réfléchir à sa signification précise. Elle s'est abolie ou amollie, comme il le dit, dans des usages courants. Et donc, il y a un impensé du concept d'institution qui doit être identifié et réinterrogé. Alors, il établit à partir de là la centralité du concept d'institution et le legs persistant de ce qu'il appelle un vieux durkheimisme. C'est la citation numéro 5. Le mot « institution » est un mot absolument capital, mais il a été bloqué une fois pour toutes par les usages durkheimiens. C'est leur faute. Pourtant, c'est la vertu des durkheimiens d'avoir mis le doigt sur ce mot absolument central. S'il fallait un mot pour désigner le social, j'emploierais celui d'institution. Mais si nous faisions un sondage rapide parmi nous, dans lequel on demanderait « Que mettez-vous sous le mot d'institution ?» Il manque quelque chose ici, sous le mot institution, donc peut-être qu'il manque rien. Les réponses identifieraient le mot à une espèce de vieux durkheimisme de philosophie académique. Alors, donc il apparaît assez clairement ici qu'il faut revenir sur le concept d'institution, mais aussi pour régler son compte à une persistance philosophique qui fait désormais écran. Alors c'est là que le propos est quand même très sinueux. Il dénonce le théoritisme, ensuite il dit il faut parler du social comme si on parlait des plus hauts objets de la métaphysique, et puis là il nous dit il faut quand même se défaire d'une certaine philosophie académique. Bon. Donc sans doute qu'il y a là une sorte de produit d'une attitude scolastique dont Durkheim n'a pas su se défaire, un produit scolastique qui s'impose à nous et qui risque de nous empêcher de voir, d'appréhender correctement les réalités sociales. Alors, Bourdieu ne le rappelle pas, mais il a sans doute à l'esprit ces lignes fameuses de la préface de la seconde édition des règles de la méthode sociologique. Donc c'est un texte qui date de 1901. La première édition des règles date de 1895. Et Durkheim revient sur un certain nombre de malentendus qui ont été suscités par la première édition des règles de la méthode sociologique. C'est la citation numéro 6, donc là c'est Durkheim. Durkheim dit « Il y a un mot qui, pourvu toutefois qu'on en étende un peu l'acception ordinaire, exprime assez bien cette manière d'être très spéciale, c'est celui d'institution. On peut en effet, sans dénaturer le sens de cette expression, appeler institution toutes les croyances et tous les modes de conduite institués par la collectivité. La sociologie peut alors être définie, la science des institutions, de leur genèse, de leur fonctionnement. »
Alors, cette définition n'est pas le fait du seul Durkheim, puisqu'il renvoie lui-même à un article de la grande encyclopédie de 1901, un article qui s'intitule La sociologie, objet et méthode, et qui est rédigé par deux acteurs majeurs de l'école durkheimienne, Paul Fauconnet et Marcel Mauss. Et la définition qu'il donne dans ce texte-là est aussi très, 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 très intéressante. Alors, à relire Durkheim, on découvre que le terme d'institution désigne avant tout des croyances et des modes de conduite institués par la collectivité. Et la réalité des institutions du mariage, de la famille, les institutions juridiques se résument à ces croyances et ces modes de conduite. Et donc, ces réalités, elles ne doivent pas être comprises comme des choses toutes faites, mais bien comme les résultats d'une dynamique complexe, proprement sociale, qui institue au sens fort. Corrélativement, il faut aussi noter que Durkheim, dans une note de bas de page, prend soin de ne pas réduire l'institution à un ensemble monolithique et uniforme. Alors déjà parce que le degré de normalisation des institutions est très, très variable. Il est élevé par exemple dans le cas de la religion, mais il est beaucoup plus faible pour ce qui concerne la vie économique. Et ce qui est intéressant dans cette note de bas de page, c'est que Durkheim fait déjà place en réalité au rapport à l'institution, et un rapport qui n'est pas de pure conformité. C'est ce qu'il dit dans la 7e citation, donc dans cette note de bas de page, il dit « En pensant les institutions collectives, en nous les assimilant, nous les individualisons. Nous leur donnons plus ou moins notre marque personnelle. C'est ainsi qu'en pensant le monde sensible, chacun de nous le colore à sa façon et que des sujets différents s'adaptent différemment à un même milieu physique. » Donc ça, c'est très intéressant aussi parce que on découvre ici que la question du rapport de l'individu à l'institution est aussi très présente chez Durkheim lorsqu'il produit cette définition célèbre dans la préface de la seconde édition des règles de la méthode sociologique. Donc la conception ici, comme réalité instituante, c'est bien ce qui prime dans la définition durkheimienne, mais le fait est aussi que dans la tradition durkheimienne, on a sans doute peu à peu fait place à une autre conception, une conception de l'institution comme réalité instituée, comme réalité durable, persistante, qui inculque des normes de comportement et qui sont au principe de l'ordre social. Alors, il faudrait revenir sur cette histoire, sur cette opération particulière qui s'impose sur le long terme et qui fait que le concept d'institution, si on suit le diagnostic de Bourdieu, il perd un peu de sa signification originale. De même, il faudrait aussi étudier les opérations par lesquelles le concept devient transversal, puisqu'il est mobilisé à la fois dans le champ de la sociologie, de l'économie, des sciences politiques, etc. Mais ça, c'est une autre affaire. Alors, ce que retient Bourdieu, c'est un peu le résultat de cette histoire. On peut se référer ici au cours du 5 octobre 1982, lorsqu'il dit, alors c'est pas dans les citations, on ne pense pas du tout, par exemple, à l'acte d'institution ou à la phrase « j'institue mon fils héritier » que l'on écrit dans les contrats ou les testaments. On ne pense pas du tout à ce que Merleau-Ponty avait réveillé dans un de ses cours quand il disait que les sociétés archaïques instituent leur mort, au sens de « ils les font exister malgré tout par un acte social, collectif, plus fort que la mort, plus fort que le vrai, que le faux, que la réalité, etc. » Alors, je ne comprends pas pourquoi cette citation n'a pas été prise dans la sélection automatique des styles, mais enfin, c'est pas grave. Donc ça se trouve page 218, toujours dans le cours de sociologie générale. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans ce passage-là ? Il dit qu'il faut revenir au sens originel du terme, et que l'institution, c'est quelque chose qui est institué par la collectivité. Et à ses yeux, il est désormais nécessaire d'aller chercher
la possibilité d'un réveil des significations perdues dans un cours de Merleau-Ponty, et en l'occurrence un cours sur l'institution que Merleau-Ponty a prononcé en 1955, sauf erreur de ma part, dans ce même Collège de France, et cours auquel Bourdieu, je crois, avait assisté. Enfin, en tout cas, il avait assisté à certains cours de Merleau-Ponty, et vraisemblablement aussi celui-là. Alors, ça signifie que le sens de l'institution qui est à redécouvrir, il tient à une dynamique transindividuelle qui institue au sens fort, au sens verbal du terme, avec une signification que Bourdieu retrouve chez Merleau-Ponty. Et ça revient donc, dit-il, à faire exister par un acte social ou collectif. Alors évidemment, immédiatement, il faut se demander comment opère cet acte social, et de surcroît, il faut résister à la tentation d'attribuer cet acte social à une sorte de super-sujet qui serait la société ou encore le groupe. Alors, pour Bourdieu, à l'évidence, ce n'est qu'en constatant ce qui s'est produit, c'est-à-dire ce qui s'est historicisé, qu'on pourra découvrir ce qui résulte de l'acte social instituant, de l'institution instituée par le social, instituée par la collectivité. Et très clairement, ce qui est à sauver dans le concept d'institution, c'est donc cette invitation à ressaisir la genèse instituante dans la réalité instituée. Et en ce sens, la sociologie des pratiques de Bourdieu se situe bien dans le sillage d'une certaine conception durkheimienne du social. Et sur ce point, je souscris à certaines remarques de Claude Gauthier dans La force du social. Alors, très clairement, chez Bourdieu, ici, ça ne peut se faire que par l'intermédiaire de l'histoire. Et en l'occurrence, l'institution doit ici être comprise à la lumière d'une double histoire qui objective l'institution. Alors, ici j'avais prévu un développement sur la conception que Bourdieu se fait de l'histoire, qu'on trouve dans un petit article qui s'intitule « Le mort saisit le vif, les relations entre l'histoire incorporée et l'histoire réifiée », un texte qui date de 1980, donc tout se tient dans la même période, mais j'abrège un peu. Alors, pour comprendre ce qu'est l'institution, il faut donc, dit Bourdieu, considérer une double historicité. Celle qui concerne les institutions qui sont des choses instituées dans le monde social, et d'autre part, ce qui va appeler une histoire faite corps, une institution qui descend dans les corps, qui travaille les corps des individus, et c'est par cette double histoire, cette double mise en perspective historique, qu'on va pouvoir comprendre le travail instituant, la genèse instituante de l'institution. Donc je déploie à présent ces deux aspects. L'institution comme histoire faite chose, et d'autre part, l'institution comme histoire faite corps. Alors, l'institution comme histoire faite chose, c'est une formule très générale, mais qui recouvre beaucoup de choses chez Bourdieu. Ce qui se joue derrière cela, c'est ce qu'il appelle l'objectivation. Alors, pour préciser les choses, je pense qu'il faudrait parler d'une objectivation sociale et historique, qui n'est jamais qu'un autre nom donné au travail de l'institution. C'est l'ensemble des processus qui donnent sa réalité à l'institution sociale. Alors, de cette objectivation sociale et historique, il faut distinguer une autre signification du terme, c'est l'objectivation sociologique, ça c'est autre chose. C'est la façon qu'a le sociologue de considérer la réalité sociale telle qu'elle est, de l'objectiver, jusqu'en allant à se comprendre soi-même comme un point de vue situé au sein du monde social. Alors, c'est en ce sens-là que chez Bourdieu, il faut objectiver l'objectivation.
mais objectivation n'a pas ici la même signification à chaque fois. Bon, je referme la parenthèse. Alors, dans le cours du 12 octobre 1982, qui est décisif pour mon propos, Bourdieu précise son programme sociologique de la manière suivante. Donc on passe de la définition générale qu'il y avait dans la leçon sur la leçon, la sociologie comme science de l'institution, à ici ce qui apparaît comme le programme sociologique de Bourdieu, ce qu'il veut faire lui. C'est la citation numéro 9. Définissant ainsi l'institution sociale, je définis du même coup le travail de la sociologie, qui est mon projet même aujourd'hui. Donc il dit bien que c'est son projet. Si le social se réalise sous ces deux formes, une première tâche sera d'étudier le travail d'objectivation, c'est-à-dire le processus par lequel le social s'institue dans la matérialité des choses, dans des monuments, des documents, des écrits, etc., et ou dans la logique de mécanismes, dans des jeux ou des phénomènes comme le marché. Donc là, on a la première tâche, on viendra ensuite sur la deuxième, la première tâche qui consiste à analyser l'objectivation sociale historique, cette façon qu'a l'institution de se réaliser dans des choses. Et là, la citation est tout à fait parlante. On voit bien le lien établi entre l'objectivation sociale et historique, cette histoire faite chose, et l'institution. Alors ensuite, il y a une digression un peu curieuse sur l'explicitation des sentiments dans le discours. Par exemple, la déclaration d'amour qui exprime le sentiment et qui, de ce fait, change les relations. Donc on ne voit pas très bien ce que ça vient faire, mais ça ouvre quand même la question très importante du langage et de ses effets objectivants. Alors, là où ça devient compliqué, c'est que ce processus d'objectivation, cette histoire faite chose, elle a des formes très variées chez Bourdieu. Ça ne se déploie pas selon un programme systématique, mais plutôt comme une sorte d'exploration très cohérente, alimentée par de nombreuses analyses sociologiques, et dont il est possible de ressaisir certaines lignes de force. Donc, je parcours tout ça assez rapidement, et puis on pourra revenir sur les différents aspects dans la discussion si vous le souhaitez. Alors tout d'abord, l'objectivation sociale, elle se joue dans des réalités matérielles. Ça, il y insiste bien. Les choses évoquées dans la formule « l'histoire faite chose », alors ce ne sont pas ces choses auxquelles pensent les phénoménologues. Vous savez, Husserl le disait, il faut revenir aux choses elles-mêmes. Mais les choses dans cette formule, ce sont les Sachen, c'est ce à quoi la pensée a affaire. Ici, les choses, chez Bourdieu, c'est vraiment les choses matérielles, dans toute l'extension possible de ce terme. Ça apparaît très bien là, dans la citation numéro 10. Il dit, on pourrait dire qu'une institution existe sous une double forme, sous la forme d'acquis dans des corps socialisés, bon, on va y revenir, et dans des choses qui peuvent être des objets matériels. L'Église, par exemple, existe dans les églises, sans majuscule, au sens d'objet visible, et dans tout ce qui sert l'appareil, au sens pascalien de la religion. Des surplis, des chasubles, des ciboires, des missels, des catéchismes, alors ça pourrait continuer. Toutes sortes d'objets dans lesquels s'objective toute une histoire. Ensuite il dit, il est évident qu'un ciboire, du jour où il n'y a plus de chrétiens pour s'en servir chrétiennement, devient un objet décoratif. Les musées sont ainsi remplis d'objets religieux qui, ne fonctionnant plus comme objets religieux, peuvent devenir objets d'un nouveau culte, un culte esthétique. Voilà, deux choses très intéressantes. On voit bien ici qu'il insiste sur la dimension matérielle, chasuble, ciboire, etc. Mais il dit aussi, tout dépend de la façon qu'on a d'aborder ces objets, tout dépend aussi des usages. Donc l'objectivation sociale passe par des réalités matérielles, mais on voit aussi qu'il y a des rapports possibles à ces objets. Alors, ici, il fait un peu allusion à un séjour qu'il a fait à Florence en septembre 82. Donc là, le cours est prononcé un mois après ce séjour de septembre 82. À Florence, il va à l'église Santa Maria Novella. Il y a plein de choses merveilleuses à voir. Et ça donnera lieu un peu plus tard à un article assez bref dans les actes de la recherche en sciences sociales qui s'intitule «
piété religieuse et dévotion artistique, fidèle et amateur d'art à Santa Maria Novella. Alors ça, c'est très intéressant parce que, voilà, c'est Bourdieu en vacances, mais Bourdieu en vacances, il continue à faire de la sociologie. Hein. Et il voit qu'il y a des œuvres présentes dans l'église, des fresques, des sculptures, des objets liturgiques, et coexistent deux types de rapports. Il y a ceux pour qui ces objets font encore l'objet d'un culte religieux, et puis il y a d'autre part une sorte de culte esthétique où on vient voir des œuvres qui ont marqué l'histoire de l'art en définitive. Donc on voit bien ici que la chose matérielle, elle n'est pas non plus purement matérielle. Hein. Elle est aussi l'objet d'un investissement pratique dans le rapport à l'objet. Et c'est bien l'usage, la pratique qui décide de la valeur sociale des choses qui composent un peu la trame matérielle des institutions. Donc ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, toujours pour essayer de penser cette objectivation dans les choses, la chose, dit Bourdieu, est le support d'un ensemble de qualités reconnues, de signification particulière. Donc ça complète un peu l'aspect précédent, mais ça insiste sur la dimension de signification, ou ce qu'il appelle aussi symbolique. Hein. Le symbolon étant, comme vous le savez, cette pièce de terre brisée qui représente la relation entre deux agents. Hein. Donc il y a bien une réalité matérielle qui a une signification nouvelle. Donc c'est ce qu'on trouve dans la citation numéro 12, je ne la lis pas entièrement. Dans la vie ordinaire, une institution ne se présente jamais comme une chose. Elle ne se présente jamais en elle-même et pour elle-même, mais toujours dotée de qualités, elle est déjà qualifiée. Par exemple, une personne qui agit, comme on dit, ès-qualité, un professeur en chaire, un prêtre, un fonctionnaire, se présente doté de propriétés sociales et de qualités sociales qui peuvent être rappelées par toutes sortes de signes dont l'agent social est porteur, tels que le costume, les insignes, les décorations, les galons, etc., etc. Donc on voit ici que l'institution, elle suppose des actes de reconnaissance, de confirmation de ces qualités, de ces significations particulières qui sont attribuées à tel ou tel objet, à tel ou tel être qui représente l'institution. Alors, au fil des analyses de Bourdieu, un autre aspect très important de l'objectivation sociale se joue dans la pratique langagière. Alors les cours de sociologie générale y reviennent assez souvent sous la forme d'une digression. Hein. Et il faut avoir à l'esprit le fait que Bourdieu vient de publier un texte qui s'intitule « Ce que parler veut dire ». Alors c'est un texte qui sera remanié par la suite et puis qui donnera lieu à une reprise sous un autre titre, langage et pouvoir symbolique. Alors dans ce que parler veut dire, Bourdieu a déjà bien insisté sur le fait que toutes les paroles ne se valent pas, que certaines sont reconnues comme étant légitimes, d'autres sont disqualifiées ou invisibilisées. Donc il y a des rapports de force qui se jouent dans l'usage du langage. Et surtout, il insiste beaucoup sur le fait que on agit aussi par nos paroles, par nos mots. Donc il s'inspire beaucoup d'Austin, de la théorie de la performativité, de cette idée que dire, c'est faire. Mais il souligne aussi le fait que la performativité n'est pas un simple effet linguistique. La performativité est socialement conditionnée. Donc ça, c'est très important parce que l'institution passe aussi beaucoup, se réalise beaucoup par des actes de langage. L'institution du mariage, par exemple, passe par cette parole « je vous marie ». Et c'est lorsqu'on dit « je vous marie » que le mariage devient effectif. Donc il est extrêmement attentif à ce type d'actes de langage. Au-delà du langage, troisième ou quatrième niveau, Bourdieu analyse aussi toutes les pratiques qui consacrent l'institution, qui la font exister. Alors ça vaut à la fois pour les actes de désignation, lorsqu'on désigne quelqu'un comme étant professeur au Collège de France par exemple,
Et ça vaut aussi de manière plus générale pour tout ce qu'il appelle les rites d'institution. Alors ça, c'est particulièrement intéressant, parce que les rites d'institution, c'est un mécanisme par lequel la société produit, reproduit ces hiérarchies et fait revenir l'institution sur le devant de la scène. Le rite d'institution, donc typiquement la leçon inaugurale au Collège de France, c'est un rite d'institution. C'est un moment clé où une frontière symbolique est tracée entre ce qui est légitime et ce qui n'est pas légitime, entre l'inclus et l'exclu, entre le pur et l'impur, entre ce qui est conforme à l'institution et ce qui n'est pas conforme à l'institution. Donc ça consacre une différence, ça fige des positions sociales. Alors, on peut regarder à cet égard la citation numéro 14. Bon, elle est un peu longue, mais on va abréger. Voilà, au milieu de la citation, il dit « Il y aurait là toute une analyse à faire sur les rites d'institution. Rites par lesquels un groupe institue un individu comme son mandataire, comme membre attitré. Ces rites ont une fonction éminente, qui est de recevoir en quelque sorte le corps du mandataire désigné. Et ce n'est pas par hasard si les rites qu'on appelle de passage, et que j'ai rebaptisé, non pour faire original, mais parce que je crois que c'est mieux ainsi. Rite d'institution institue une personne comme détentrice d'une autorité sociale quelconque. Alors, ça c'est très intéressant parce qu'on voit ici que ce qu'on appelle dans la tradition anthropologique, ethnologique, des rites de passage. Donc ces moments où la société se rassemble autour d'un individu, où on lui fait subir certaines épreuves au terme desquelles il va être différent. Ça devient chez Bourdieu des rites d'institution. C'est particulièrement intéressant parce qu'on voit ici qu'il fait travailler le concept d'institution. Donc se vérifie bien l'hypothèse là que j'ai retenue, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'abandonner le concept d'institution, mais de lui trouver des significations nouvelles. Donc c'est rare que Bourdieu rebaptise ainsi les choses, hein. Il ne multiplie pas non plus les néologismes. Mais ici, en l'occurrence, il assume une invention conceptuelle, rite d'institution, et on voit bien ce que ça désigne. Donc, ces rites par lesquels un groupe institue un individu comme son mandataire, comme membre attitré. Alors, la question du corps apparaît déjà ici, on la verra revenir ensuite. Donc ça, c'est très important parce que le rite d'institution ici, c'est bien une logique d'objectivation, où l'institution se manifeste dans la vie sociale et rappelle à l'ordre les individus. Alors, on peut en donner plusieurs exemples. Le diplôme scolaire, par exemple, c'est un puissant rite d'institution dans les sociétés modernes. Le mariage aussi, qui officialise une relation, qui transforme une union privée dans quelque chose de public, ou encore la naturalisation, hein, avec le passage du statut d'étranger à celui de citoyen. Ça aussi, c'est un rite d'institution qui transforme une appartenance administrative en appartenance symbolique à la nation. Et puis évidemment les rites religieux ou militaires. Alors au-delà, il y aurait encore, mais je vais passer plus rapidement sur ces aspects, toutes les opérations de classification qui permettent de faire reconnaître comme naturel des découpages arbitraires, comme une frontière par exemple, hein, une délimitation. Et dans ces opérations de classification, on produit socialement des limites, des divisions. Souvent, on dissimule, on fait méconnaître leur caractère arbitraire, et on les légitime, on fait en sorte qu'elles soient de droit, qu'elles soient fondées en droit. Alors, tout ceci
et il n'est pas exclu qu'il y ait encore d'autres aspects, participe donc de ce que Bourdieu appelle la logique d'objectivation. Et on voit ici que l'institution faite chose, ça devient une sorte de rubrique générale qui recouvre l'ensemble de ces aspects qui, ensuite, peuvent être analysés plus particulièrement par l'analyse sociologique. Alors, aux côtés de cette histoire faite chose, de cette objectivation sociale, il y a ce que Bourdieu appelle l'histoire faite corps. L'histoire faite chose, cette objectivation sociale et historique, ça n'est que l'une des deux dynamiques qui sont au principe des rapports entre pratique et institution. Donc du rapport des pratiques aux institutions et du rapport des institutions aux pratiques. L'histoire faite chose, elle a pour dynamique complémentaire ce que Bourdieu appelle l'histoire faite corps. Alors, ça signifie que les réalités institutionnelles ne sont pas de pures extériorités qui auraient une sorte de vie historique autonome. On n'est pas chez Hegel, ou dans une certaine compréhension de Hegel, de ce point de vue-là. Elles ne sont pas non plus des structures impersonnelles auxquelles nous nous efforcerions de nous conformer par des efforts volontaires. Nous n'obéissons pas aux institutions comme si celles-ci nous donnaient des ordres à suivre. Nous les réalisons par nos pratiques parce que nous savons déjà ce qui est à faire. Et c'est un peu cette magie qu'assure l'histoire faite corps. Et ça, c'est, me semble-t-il, un point fort de la révision bourdieusienne du concept d'institution. Alors, cette deuxième dynamique, cette histoire faite corps, elle est bien sûr liée à la première, à l'institution faite chose. Mais elle la prolonge et elle lui donne une efficacité nouvelle qui va se jouer dans nos corps, nos manières d'être, nos manières d'agir et de parler. Ainsi, la théorie bourdieusienne de l'institution sociale se soutient aussi d'une réflexion sur ce qu'il appelle l'incorporation, ou parfois aussi la somatisation du monde social. L'incorporation ici, c'est le rapport vécu et individué aux institutions. Ça désigne un ensemble de processus non conscients, pré-réflexifs, qui se jouent dans et par le corps de l'agent. C'est le corps qui est l'instance médiatrice entre le social et l'individu. C'est le corps qui assure la régularité des pratiques et qui permet leur ajustement aux différents contextes déterminés par les différents champs. Alors, citation numéro 15, l'incorporation de l'objectivité, on retrouve la question de l'objectivation, est ainsi inséparablement intériorisation des schèmes collectifs et intégration au groupe, puisque ce qui est intériorisé est le produit de l'extériorisation d'une subjectivité semblablement structurée. Ça se trouve dans l'esquisse d'une théorie de la pratique. Alors, l'incorporation, à partir de là, elle a, elle aussi, plusieurs aspects. Tout d'abord, ça recouvre l'ensemble de ces apprentissages du monde social qui ont lieu au cours de la socialisation primaire de l'individu, dans la famille, à l'école. Et Bourdieu dit souvent que nous apprenons par corps. C'est une formule qu'on trouve par exemple dans les méditations pascaliennes, page 204. Alors, nous apprenons par corps. C'est intéressant parce que on voit bien ici que ce qui est appris par l'intermédiaire du corps, ça vaut bien le par cœur, qui est le produit d'une répétition méthodique. Le corps, dit-il aussi, c'est un pense-bête qui traite secrètement les injonctions sociales les plus sérieuses et les plus arbitraires. Alors, il ne s'agit pas ici seulement de ce que Foucault pouvait appeler la discipline des institutions, qui fait parfois ressentir très durement
ces effets dans les corps. Chez Bourdieu, ici, ça passe bien plutôt par la vie ordinaire, par l'expérience du quotidien, par l'action pédagogique, les mœurs à respecter. Et l'incorporation apparaît ainsi, écrit-il, alors c'est toujours dans les méditations pascaliennes, comme une mnémotechnique cruelle à laquelle les groupes ont souvent recours pour naturaliser l'arbitraire. Alors ça signifie que l'ordre social, l'institution, ne perdure que si elle descend aussi dans l'ordre des corps. Je vous renvoie ici à la citation numéro 16, mais que je ne lirai pas, mais qui insiste bien sur cette idée que le corps est, dit-il, plein d'impératifs engourdis. Alors, donc le corps est le lieu d'un apprentissage du social, et qu'apprend-on par là ? Eh bien, deuxième aspect, on apprend à lire le monde social, c'est-à-dire à comprendre ses significations, alors ses significations les plus évidentes, mais aussi ses significations implicites. Alors ici, il ne faut pas concevoir cette lecture comme une entreprise purement intellectuelle, comme une interprétation, une herméneutique ou une manifestation de l'esprit. Donc le monde social, dit Bourdieu, se lie avec tout le corps. Ça, c'est une formule qu'on trouve dans le Sens pratique, page 129. Le monde social se lie avec tout le corps. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que par nos corps, nous apprenons déjà à nous disposer en fonction de certains principes de classification, la division masculin-féminin par exemple, et c'est ce que Bourdieu va appeler l'exis, H-E-X-I-S, en reprenant un vieux concept aristotélicien, avec cette idée qu'il y a des dispositions corporelles qui déterminent des gestes, des attitudes, des manières de se mouvoir, des manières de placer sa voix, de prendre un accent, qui ne sont pas simplement des façons d'agir, mais aussi des façons de percevoir son propre corps et de percevoir le corps des autres. Je passe un peu sur cet aspect-là. Et ce faisant, nous approprions, dit Bourdieu, des schèmes corporels. Alors donc là, il reprend le concept kantien. Donc ça exclut pas qu'il y ait par ailleurs des schèmes mentaux, hein, mais ici, ce sont des schèmes, des représentations schématiques de ce qui est à faire, des attentes, qui passent par la médiation du corps. Alors, donc nous apprenons le social, nous apprenons à lire le monde social, et bien sûr, nous apprenons à agir, à nous réaliser par nos pratiques, à tenir compte des attentes implicites de toutes les institutions qui composent l'ordre social. Et bien sûr, ça c'est le point majeur, la vertu première de l'incorporation de cette histoire faite corps, c'est une vertu pratique. Le monde social s'est inscrit dans nos manières d'agir, et nous sommes ainsi disposés à agir selon les normes instituées, pour peu que l'histoire faite corps et l'histoire faite chose se retrouvent dans nos pratiques. Alors c'est ce qui s'exprime dans cette citation très intéressante, la citation numéro 17, qui est empruntée cette fois-ci à question de sociologie, où Bourdieu dit la chose suivante. Panofsky rappelle que quand quelqu'un lève son chapeau pour saluer, il reproduit sans le savoir le geste par lequel, au Moyen-Âge, les chevaliers levaient leur casque pour manifester leurs intentions pacifiques. Nous faisons ainsi à longueur de temps. Lorsque l'histoire faite chose et l'histoire faite corps s'accordent parfaitement, comme chez le joueur de football, je vais y revenir, les règles du jeu et le sens du jeu, l'acteur fait exactement ce qu'il a à faire, la seule chose à faire, comme on dit, sans même avoir besoin de savoir ce qu'il fait. Alors là, il y a plusieurs choses, c'est un peu compliqué, quoi. Donc on voit bien ici qu'il y a cette histoire faite chose qui
qui est donc une longue histoire qui remonte au Moyen-Âge, où on a rapport à des objets, chapeaux, casques, etc., avec des manières d'agir associées. Le fait est que lorsqu'on soulève son chapeau, alors on les soulève peu parce qu'on ne porte plus beaucoup de chapeaux, mais lorsqu'on soulève son chapeau comme ça pour saluer quelqu'un, on n'a pas à l'esprit les procédures de salutation entre chevaliers au Moyen-Âge. Donc c'est un usage qui a oublié son origine. Il y a quelque chose qui est méconnu. Et pourtant, on fait à ce moment-là ce qui est à faire, c'est-à-dire que c'est une façon de saluer la personne que l'on rencontre et qui fait sens dans cette situation-là. La personne qui est ainsi saluée, elle comprend bien qu'elle est saluée. Elle ne se dit pas, tiens, pourquoi il lève son chapeau, est-ce qu'il a quelque chose dans les cheveux, enfin bon voilà. Donc c'est pertinent, ça fait sens. Alors le joueur de football, qu'est-ce qu'il vient faire là ? Ça c'est un exemple qu'il emprunte à Merleau-Ponty. Le bon joueur de football, c'est celui qui sait d'instinct que la baballe risque d'arriver quelques mètres devant lui, qui a une bonne chance pour qu'elle arrive là, et que là il sera bien placé pour marquer, pour tirer un but. Et cela, il le sait, donc ça c'est déjà chez Merleau-Ponty, il le sait en quelque sorte d'instinct, par une sorte de connaissance du corps, qu'on n'a pas besoin de formaliser. Au contraire, si on joue au foot en se disant tiens, lui il est placé là, lui il est placé là, il y a une bonne chance que si je me mette là, je sois bien placé, si on commence à réfléchir, en fait, ça va plus, quoi. Alors, voilà, c'est tout ça qui est en jeu dans cette incorporation et dans l'efficacité pratique, dans la pertinence pratique qui se trouve ainsi déterminée. Alors ce faisant, on voit aussi que l'incorporation, elle permet de mieux comprendre ce qui était en jeu dans le rite d'institution. Ce que montrent notamment les citations 18 et 19, lorsqu'il dit que les rites d'institution ne sont que la limite de toutes les actions explicites par laquelle les groupes travaillent à inculquer les limites sociales, ou ce qui revient au même les classements sociaux, à les naturaliser sous la forme de division dans des corps. Citation 19, il est par exemple impossible qu'un rite d'institution soit accompli par un procurateur. Il est inconcevable de se faire représenter dans le rite par lequel on va être institué, et ce n'est pas par hasard. Il faut que la personne paie de sa personne. Il faut qu'elle soit là en personne avec son corps, comme disait l'autre, j'ai donné mon corps à la France. Alors, ça c'est très intéressant parce qu'on voit ici que les logiques ne sont pas complètement séparables. Dans cette histoire faite chose qui passe par le rite d'institution, il y a aussi une histoire faite corps qui se joue là. Voilà. Donc, ce qui est frappant ici, c'est donc le fait que l'institution chez Bourdieu, elle passe aussi nécessairement, elle trouve sa pleine réalisation par la vertu de ce qu'il appelle l'incorporation, et en descendant dans les corps, et ça c'est un point sur lequel il insiste beaucoup et qui fait, à mon sens, l'originalité de ces analyses. Alors, dans un dernier temps, peut-être, enfin c'est le quatrième point que j'avais prévu, j'aurais voulu souligner que le rapport à l'institution il se jouait entre attente et prise de liberté. Donc il s'agit de revenir ici sur ce que Bourdieu dit initialement dans sa leçon sur la leçon. Lorsqu'il dit, citation numéro 2, « La sociologie, science de l'institution et du rapport heureux ou malheureux à l'institution, suppose et produit une distance insurmontable. Elle arrache l'état d'innocence qui permet de remplir avec bonheur les attentes de l'institution. »
Alors ça veut dire ici que le rapport de l'individu à l'institution, qui est à la fois déterminé par cette histoire faite chose et par cette histoire faite corps, il peut tout de même varier considérablement. Et il y a ici un enjeu critique pour la sociologie bourdieusienne, pour la critique sociologique. Et ça, c'est tout à fait frappant dans les cours de sociologie générale. Dans le premier cours, notamment, Sociologie générale 1, il insiste bien sur le fait que la liberté, c'est celle que l'on prend. Qu'il y a une liberté prise, reprise par rapport aux institutions. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça permet de corriger ou de répondre par avance aux représentations caricaturales de la sociologie de Bourdieu, qui en font une sorte de déterministe en gros sabots, où tout n'est que reproduction, et où, en définitive, les individus seraient toujours soumis à l'ordre social, aux institutions, aux logiques du champ, etc. Et ça angoisse beaucoup les libéraux. Voilà, on aurait ainsi sacrifié la liberté individuelle dans une dangereuse dérive gauchiste. Alors, c'est intéressant parce que dans les cours, Bourdieu a un public et donc on lui pose des questions et souvent cette question de la liberté, elle revient par l'intermédiaire de ces questions. Et il intègre ses réponses à ses cours. Les questions lui sont posées souvent à la pause, avant, après, enfin bon voilà. Mais du coup, il réintègre tout ça, et il insiste bien sur le fait que la liberté, alors bien sûr, elle existe, hein, il ne nie pas l'existence de la liberté, tout n'est pas que détermination et reproduction. Et surtout, il insiste aussi sur le fait que la liberté, c'est celle que l'on prend par rapport aux institutions. Alors, c'est ce qui fait que le rapport aux institutions, ici, il est compliqué, et la sociologie a ici un rôle particulier à jouer. Donc, il le signale d'emblée, c'est ça qui est vraiment très intéressant dans la citation numéro 2, hein. La sociologie a des effets particuliers sur le rapport à l'institution. Elle arrache à l'état d'innocence, donc elle désenchante, elle défait la magie qui était à l'œuvre, et en fait ce qu'elle fait, c'est qu'elle dénaturalise. Ça, c'est l'effet le plus important sans doute. La connaissance des processus à l'œuvre, de l'histoire faite chose, de l'histoire faite corps, de tout ce qui apparaît comme allant de soi dans le monde social, apparaissent désormais comme le fruit d'une institution arbitraire, d'une histoire arbitraire. C'est ce qu'il souligne dans la citation la numéro 20, qui est empruntée cette fois-ci à Raison pratique. L'institution instituée fait oublier qu'elle est issue d'une longue série d'actes d'institution et se présente avec toutes les apparences du naturel. Voilà ce qui était déjà en jeu dans le fait de se saluer en soulevant son chapeau. Ici, on a bien oublié toute la longue série d'actes d'institution qui sont au principe de cette pratique, et ça se présente avec toutes les apparences du naturel. On n'a pas à y penser, on fait ce qui est à faire dans la situation donnée. Donc en définitive, ici, l'analyse sociologique, l'histoire structurale, elle permet de montrer que les institutions, les systèmes de valeurs, les catégories de perception du monde, nos dispositions, n'ont pas de fondement naturel qui les justifierait dans l'absolu. Donc les dichotomies qui paraissent les plus évidentes, et qui sont au principe aussi des dominations les plus efficaces, donc lorsqu'on oppose et hiérarchise les deux sexes par exemple, lorsqu'on oppose le raffiné et le vulgaire, le bon goût et le mauvais goût, elles ont ici une puissance de discrimination
qu'elles tirent en grande partie de leur apparente naturalité, et la sociologie, aux yeux de Bourdieu, peut défaire cette apparente naturalité. Donc l'objectivation sociologique, cette fois-ci, tout ce qui est produit par le regard sociologique, neutralise la façon que nous avons d'adhérer à ces évidences, ce que Bourdieu appelle une illusion, et tout ce qui est au principe des hiérarchisations entre les individus et les groupes, comme réalité transhistorique, innée, ultimement légitime. Si bien que l'objectivation ici, donc, c'est-à-dire l'historicisation de l'histoire faite chose, de l'histoire faite corps, donc elle est non seulement au fondement d'une nouvelle anthropologie, mais elle est aussi au principe de possibilités d'émancipation. Alors, dernière nuance tout de même sur ce point. Chez Bourdieu, il y a à la fois un héritage des Lumières, l'idée que la connaissance libère, l'idée que c'est par l'intermédiaire de la connaissance, par l'intermédiaire de la connaissance du monde social, qu'on peut prendre des distances, s'affranchir relativement des déterminations, porter un regard nouveau sur son propre parcours, trouver une intelligence nouvelle. Donc il y a ce modèle-là qui est très, très présent chez lui. Et en même temps, à côté de ça, il y a aussi une forme de pessimisme, disons, qui s'exprime dans certains textes, et qui tient au fait que tout n'est pas si facile que ça. C'est la raison aussi pour laquelle Bourdieu, fondamentalement, n'est pas marxiste. Il ne peut pas être marxiste, il ne croit pas à la promesse d'un grand soir, à une révolution politique qui changerait tous les usages sociaux du jour au lendemain. Alors il n'y croit pas pour une bonne et simple raison qu'il y a aussi la question de l'inertie. C'est-à-dire que parce que l'histoire est faite corps, nos corps sont aussi disposés à agir d'une certaine manière, et disposés de manière durable. Alors c'est précisément ce qu'il appelle l'hystérésis. L'hystérésis, c'est d'abord un processus physique. Vous voyez, c'est ce qui se produit lorsque vous avez froid l'hiver dans votre voiture, dans un petit matin grenoblois, et vous mettez le chauffage. Voilà, mais le chauffage, le temps qui se lance, etc., ça met du temps. Et puis, à un moment, vous avez trop chaud. Alors, vous coupez le chauffage. Mais le chauffage va continuer à chauffer pendant un certain moment. Alors, c'est moins le cas maintenant avec la climatisation des voitures, la climatisation d'une Tesla, par exemple. Enfin, bon, c'est très, très pointu. Mais dans les anciennes voitures, il y avait ça. Il y avait cet effet d'hystérésis, c'est-à-dire un décalage entre l'effet et la cause du processus physique. Quelque chose donc qui persiste. Et ça, chez Bourdieu, c'est très important. C'est-à-dire qu'on ne modifie pas ses manières d'agir, ses pratiques, comme ça, du jour au lendemain. Il y a aussi des choses qui persistent, et il y a une forme d'inertie qui est liée à cette histoire faite corps, et à cette façon qu'ont les institutions de s'inscrire en nous par l'intermédiaire de ce qu'il appelle l'incorporation.